Le boulevard des Pyrénées, c'est la carte postale, l'image symbole de la ville de Pau. On y accède depuis la ville basse grâce à cet étonnant funiculaire inauguré en 1908, un beau témoignage d'une période fastueuse, la belle époque. C'est aussi une invitation à remonter le temps pour comprendre la naissance de cette cité. Car si Pau est aujourd'hui la deuxième ville d'Aquitaine, elle n'a que 1000 ans d'existence. De Gaston Phébus aux aristocrates anglais, cap sur Pau, la ville paysage. Depuis le ciel, le boulevard des Pyrénées se regarde comme un livre d'histoire résumant les périodes fastes de la ville. D'un côté, les immeubles des années folles, de l'autre, le château d'Henri IV. Mais ce balcon urbain est aussi le symbole du lien qui unit la cité à son paysage. L'histoire de Pau est le résultat d'une savante alchimie entre la géographie, les hommes et leurs désirs. Au commencement était le Gave, un cours d'eau descendu des montagnes dont on connaît bien ici la dangerosité. Le traversier a toujours été une préoccupation et le site a pour lui un atout, c'est l'un des très rares passages à gué. Isabelle, si nous marchions ici au milieu du Moyen-Âge, entre le Xe et le XIIe siècle, qu'est-ce qu'on verrait? Une cité déjà très importante? Ah non, on verrait quelques petites maisons qui sont autour surtout d'un château. Un château beaucoup plus réduit que celui qu'on peut voir actuellement, certainement une tour, voire deux, une enceinte et surtout un point qui permet de protéger un passage très important, le passage à gué sur le Gave. La première impulsion, elle est donnée par un personnage qui est extrêmement important dans l'histoire du Béarn, c'est au XIVe siècle, c'est Gaston Phébus. Ah oui, ça, Gaston Phébus, c'est un sacré personnage, puisqu'il a vraiment marqué le château, la ville de Pau. Donc c'est lui qui a en particulier construit l'immense donjon de briques qu'on ne peut qu'apercevoir de partout, 33 mètres de haut. Et c'est quelqu'un qui a mis sa puissance et sa fortune considérable au service de sa vicomté, dont il a fait une principauté indépendante. Pau n'est encore qu'un minuscule petit bourg castral parmi tant d'autres, mais le site a pour lui des spécificités géographiques qui vont faire basculer son destin. Non seulement il est au croisement de deux axes, est-ouest par la rivière, nord-sud entre montagne et Piémont, mais mieux encore, il est au centre de la vicomté. Au XVe siècle, Gaston IV décide donc de faire de Pau la capitale du Béarn. C'est littéralement l'acte de naissance de la cité qui va se développer au rythme des aménagements du château. 15e et 16e siècle, le château est totalement transformé. Et oui, on passe de la forteresse médiévale, ce château refermé sur lui-même, à un palais de la Renaissance. Et c'est particulièrement visible avec les toitures, ces toitures d'ardoise qui vont sommer toutes les tours. Et on voit en particulier comment cela repose sur les systèmes défensifs médiévaux. Bon, visuellement, ça change complètement de physionomie. Vraiment, le donjon tel qu'on l'imagine du Moyen-Âge, il change de forme, il s'élance vers le ciel. Exactement, avec toutes ces toitures pointues. Et puis également, on s'ouvre vers l'extérieur avec ce balcon sur lequel on se trouve, qui est construit dans les années 1530. On ouvre aussi des baies dans les façades, puisque à la Renaissance, ce qu'on aime aussi, c'est pouvoir admirer le paysage. Alors aussi bien le paysage naturel que le paysage fabriqué par l'homme, avec des jardins et un parc absolument somptueux. À partir du milieu du XVe siècle, Pau devient la résidence principale des souverains de Béarn. Et ces souverains de Béarn, ils vont devenir rois de Navarre. Donc ça change tout, le château devient un château royal. Après la gloire, l'oubli. Au XVIIe siècle, Louis XIII proclame le rattachement du Béarn au royaume de France. Pau, qui a perdu son statut de capitale, devient alors une simple ville de province. Le château est transformé en prison, puis en caserne. Il échappe même de peu à la Révolution, à la démolition. C'est au XIXe siècle que le château est sauvé d'abord par Louis-Philippe,
puis par Napoléon III. Cette cour d'honneur au 19e, elle va également être transformée. Ah oui, complètement transformée, puisqu'il faut imaginer qu'auparavant elle était fermée côté ville et qu'on va l'ouvrir avec ce beau portique néo-renaissance qui date de 1862 seulement. Les façades quand même de cette cour, elles sont absolument sublimes. Alors elles ont été complètement retravaillées là encore au 19e siècle, mais d'après un modèle antérieur. La façade qui est derrière nous, qui est magnifique, date des années 1530. Et sous Napoléon III en particulier, les sculpteurs vont s'adonner à cœur joie pour orner les fenêtres et les portes. Pourquoi un roi puis un empereur se sont-ils autant intéressés au château de Pau au point de le sauver de la ruine, le restaurer, l'aménager? La réponse est dans tous les livres d'histoire. Ici est né Henri IV. Grand militaire, fin politique, Henri IV est surtout connu pour avoir pacifié, avec l'édit de Nantes, le pays meurtri par les guerres de religion. Alors, rien n'est trop beau pour lui rendre gloire, comme la fameuse salle des 100 couverts, une salle à manger démesurée voulue par Louis-Philippe. Le château met en scène le mythe du bon roi, proche du peuple, séducteur, nourricier, objectif, s'accaparer un peu de son capital sympathie. Bonjour Paul. Bonjour. Voici dans une salle importante, la salle natale d'Henri IV. Elle est vraiment pensée comme stratégique dans le 19e siècle. Oui, c'est l'accomplissement du parcours imaginé par les architectes de Louis-Philippe. Ici vient se terminer, s'accomplir le parcours, le pèlerinage organisé sur les lieux de la naissance d'Henri IV. C'est quoi cet objet qui est quand même assez étonnant? C'est une véritable relique. Il s'agit de la carapace de tortue venue des mers indiennes et qui aurait servi de berceau au petit Henri IV au moment de sa naissance et quelques jours après. Alors le fait de vénérer le berceau, aussi étonnant soit-il, d'Henri IV, ça en dit long quand même sur l'image de ce roi. On en a fait effectivement une relique quasiment de saint. Oui, vous voyez le panache de la bataille d'Ivry, vous voyez ce casque, vous voyez les drapeaux de France et de Navarre. Il y a véritablement un culte qui est rendu à Henri IV et qui culmine, je crois, dans les premières années de la Révolution. Est-ce que c'est un objet que les visiteurs avaient envie de toucher? Ça appelle presque ce geste. Oui, absolument. Et nous avons des preuves, des traces. On voit bien que l'objet a été endommagé, qu'il a été gratté, gratigné en quelque sorte. Et sous le Second Empire, le régisseur du château